Et si l'adaptabilité était un puissant moteur pour avancer dans sa carrière, dans son entreprise? Au lieu de voir une résistance, j'aime mieux amener ça comme un outil puissant qui permet d'être un levier quand on a des transformations et des réorganisations dans nos vies. Alors, bienvenue dans ce podcast sur de transition. Et si ta vie devient plus facile et plus cohérente? Dans ce podcast, on explore ensemble les transitions, les défis et les rêves qui nous guident. Je vais te partager comment rêver permet d'avancer, comment la promesse de garder le sourire est devenue un moteur face aux roues carrées de la vie. Et si, au lieu de subir les aléas de la vie, tu devenais l'opportunité de tes épreuves? À travers l'introspection, les stratégies et les réponses du cœur, je t'invite à insuffler plus de facilité et de cohérence dans ta vie parce que tout commence par l'intérieur. Bienvenue dans ton espace de transition et d'alignement. Ma carrière a commencé littéralement dans un domaine où j'ai dû de jour en jour et chiffre après chiffre m'adapter. Des transitions, j'en ai fait des tonnes, mais je me pose la question, est-ce que toi, c'est quelque chose à laquelle tu vas résister ou quelque chose qui va t'amener vraiment à te pousser plus loin, à te développer davantage? En fait, j'avais jamais eu conscience à quel point j'avais la chance de développer l'adaptabilité dans ma vie. C'est pas quelque chose que je pensais que j'allais avoir et que j'allais utiliser comme un puissant outil, mais maintenant que je l'ai, je m'en sers littéralement au quotidien. Donc, ça me permet autant de sortir de ma zone de confort, d'accompagner et de pouvoir m'en servir vraiment comme un outil puissant de transformation. J'ai commencé à étudier et on m'a mis sur un poste d'équipe volante. Peut-être que ça ne te dit rien, mais souvent dans le réseau de la santé, on va avoir des postes d'équipe volante. Ça veut dire que tu te promènes d'étage en étage, de département en département. Avant d'être infirmière, j'ai été préposée aux bénéficiaires et ça, c'est quelque chose qui m'a appris des choses que je pensais pas nécessairement quand j'étais en plein dedans. C'est pas quelque chose que je voyais, mais maintenant, c'est quelque chose de puissant qui me permet d'être un levier et d'avancer. Je te parle, mettons, d'un département d'Alzheimer où les gens sont en perte cognitive. C'est des gens qui ont besoin d'être dans le plus calme possible. Tu vas au rythme de leurs événements et tu parles d'un département avec des troubles de comportement, ton approche va être différente avec ces gens-là. Tu vas parler d'un autre département qui va être des gens en perte d'autonomie complète. Bien, ça ne sera pas la même chose. Chaque département avait autant sa philosophie, autant son équipe de travail, autant la clientèle. Je pensais pas que j'avais eu à m'adapter autant. Peut-être que des fois, tu ne vois pas nécessairement que tu t'es adapté dans la vie, mais on le fait sans s'en rendre compte. Et ça, c'est quelque chose que je veux te mettre devant les yeux, à quel point tu as fait du chemin. J'ai commencé, dans le fond, à me promener de département en département et je te dirais que si je travaillais en longue durée, j'avais une approche différente que si je travaillais en courte durée. La clientèle en court séjour était plutôt autonome, alors qu'en longue durée, bien, il y a une approche humaine complètement différente. Puis là-dessus, dans le réseau de la santé, on nous amène aussi à changer d'équipe, changer de méthode d'organisation. C'est aussi niaiseux qu'un département va avoir une structure et va fonctionner avec une routine X parce que c'est l'équipe qui l'a mis en place. Le département juste en dessous va fonctionner avec un autre type de routine,
avec le matériel à d'autres endroits, un autre type d'organisation et un autre type de clientèle. Si j'avais vu que préposer aux bénéficiaires m'ouvrirait autant de portes d'adaptation dans ma vie, je l'aurais peut-être plus apprécié, je dirais, quand j'étais dans le milieu. Je te dirais que j'ai aimé mon expérience parce que c'est un contact de proximité avec l'humain. C'est pas là que j'ai aimé plus ma carrière, mais c'est là où, de transition en transition, j'ai commencé sur les capes de houe. J'ai commencé à jouer avec, justement, comment moi je pouvais travailler de jour en jour puis être bien. Comment rapidement tu as besoin de te mettre dans le bain, tu as besoin de t'adapter aux fonctions et aux manières de fonctionner des gens. Tu vas travailler avec différents caractères aussi, des gens qui ont mal à la vie, des gens qui ont un petit peu moins de joie dans leur cœur parce qu'ils font ça depuis des années, ils sont toujours sur le même département. Eux, ils sont plus dans l'adaptabilité. Mais ils sont là avec un bagage, une expérience. Il y a des gens qui étaient malheureux dans leur travail. Fait que ça m'a appris à gérer autant une clientèle que des relations d'équipe. Des fois, tu vois des gens puis tu te demandes à quel point ils sont malheureux dans leur vie parce que ce qui dégage sur le département, c'est ça. La résistance au changement vient aussi du fait qu'on a une stabilité constante. Depuis que j'ai commencé ma carrière, cette stabilité-là, je ne l'ai pas eue nécessairement. Je t'ai parlé de préposé aux bénéficiaires, mais je veux te parler d'infirmière, je vais te parler aussi de ma carrière entrepreneuriale. Ça pourrait être tellement autre chose. J'aurais pu être infirmière sur un département, mais pourtant, la vie a fait que quand j'ai commencé ma carrière, avant de passer l'examen de l'ordre, on nous met sur un département et après, on va nous donner un poste. Le réseau de la santé est structuré que on va souvent avoir à changer de clientèle. Donc, j'ai commencé en oncologie et en soins palliatifs comme candidate à l'exercice, à la profession d'infirmière. Et j'ai adoré ça. Parce que, dans le fond, ça m'a appris des valeurs fondamentales que le regret dans la vie vient de ne pas être. Les gens parlaient dans le fond de leur vécu, de leurs souvenirs, mais ne parlaient pas nécessairement de leur bien matériel. Ils parlaient beaucoup de l'être. Fait que ça, c'est une grande richesse que j'ai eue et à partir du moment où tu as ta licence, on te donne un autre poste. Donc, en général, j'ai eu des postes stables à peu près 8 mois. J'ai été sur 2 départements à Québec et ensuite, on m'a changé dans un autre département, un département plus de cardiologie, donc qui fonctionne plus avec d'autres façons de fonctionner. Je te le dis, c'est incroyable à quel point tu n'as pas le choix d'avoir une capacité de « OK, comment ça fonctionne ici maintenant? Qui sont les gens avec qui je travaille? Quels sont les tempéraments? Quelle est ma clientèle? » Et de s'adapter dans le milieu de la santé à une clientèle qui peut être de 0 à 99 ans, plus des équipes qui ont changé ou des équipes qui sont en transformation. Dans le réseau de la santé, j'ai eu la chance, et peut-être que certains vont dire que c'est une malchance. En 9 ans de carrière, j'ai eu 3, 4 réorganisations majeures, que ce soit au niveau de notre leader, de notre chef de département qui change, autant le fait que quand tu changes de département, tu vas être amené à avoir d'autres réflexions. Les gens ne voient pas à quel point le milieu de la santé s'est diversifié, mais je te le dis, je ne fonctionnerai pas de la même façon quand je suis en chirurgie suite à une opération qui a des complications qui peuvent survenir, qu'avec ma madame qui est à domicile, que je dois faire l'évaluation fonctionnelle, à savoir
OK, cette personne-là, est-ce qu'elle a les ressources autour d'elle? Est-ce qu'elle a les capacités? J'agirai pas de la même façon avec un médecin à l'hôpital, parce que souvent, c'est plus hiérarchique à l'hôpital qu'un médecin à domicile. Je dois toujours prendre mon leadership, je dois toujours utiliser mon jugement clinique. Je suis plus infirmière, sauf que ces outils-là, de travailler en collaboration avec différents professionnels de tous les niveaux, autant des spécialistes en médecine, autant des pharmaciens, des ergothérapeutes, des travailleurs sociaux. En fait, on apprend à l'infirmière à devenir une coordonnatrice d'équipe, une gestionnaire, une personne qui peut lier les gens ensemble, et c'est aussi la bonne personne pour orienter et déterminer un besoin. Fait que peu importe la clientèle, on a à avoir ce rôle-là au sein de notre organisation. Je te parle de ça parce que quand j'ai été infirmière, je me suis impliquée autant dans les comités jeunesse. Pour moi, le leadership était primordial. J'ai appris à voir mes compétences puis mes activités réservées. J'ai appris à jongler avec le fait que la relève infirmière était primordiale, à jongler avec des départements. Ça m'a permis aussi de regarder également comment dans les ordres régionaux ça fonctionnait, comment on pouvait amener du leadership, des transformations organisationnelles. On a fait énormément de lac à l'épaule avec mission, vision, valeur, comment on peut faire un plan stratégique à long terme pour que on amène une attractivité au sein de la profession, puis qu'on amène aussi les professionnels à incarner pleinement leur rôle. Incarner pleinement son rôle. C'est pas juste dire je vais être sur un département et donner des médicaments. C'est d'aller vraiment plus loin dans l'analyse et d'aller énormément dans le jugement, dans la philosophie infirmière. Donc, moi, c'est ce qui me passionnait. Ça me passionnait de voir à quel point les activités qu'on avait décrites étaient pas nécessairement les choses que je misais. Il y a des gens qui vont aller à l'université qui vont dire « Ah, ben tu sais, c'est la philosophie en arrière du travailleur social, en arrière du psychoéducateur, en arrière du pharmacien, en arrière des professions, de la communication, du marketing. » Il y en a qui vont dire que c'est des pelletages de nuages. Moi, j'ai pas eu le choix, dans le fond, quand je suis devenue entrepreneur, de m'adapter à qu'est-ce que j'ai bâti qui me permet maintenant d'avancer. J'ai donné des formations dans les écoles à des professionnels, à des directeurs, à des enseignants, aux équipes sur place, puis je m'occupais des enfants, donc j'animais également des classes. Et tu comprendras que l'infirmière clinicienne qui va donner des formations cliniques, qui va également utiliser son jugement, qui va faire des plans personnalisés parce que j'avais autour de 1500 élèves par année, et je faisais des plans personnalisés par école, je faisais des plans personnalisés par élève. Donc, chacun des élèves, s'il y avait des problématiques, avait son plan à lui. Et les équipes autour étaient formées. Donc, c'est quelque chose que je m'occupais à ce que la coordination soit fonctionnelle au sein des organisations. J'ai monté plusieurs formations, plusieurs alignements qui étaient en lien avec une approche. Mais je ne fonctionnais pas comme infirmière de la même façon quand j'étais en scolaire que quand j'étais en GMF à appliquer des protocoles, des suivis, des procédures. Ça, c'est des choses qui font partie de transition en transition. L'adaptation, pour moi, a été quelque chose que j'ai commencé avec ça. À un moment donné, il s'est passé le fait qu'il y a eu une transition et j'ai fait de la résistance au changement. Oui, je te le dis, j'ai pas toujours été la personne qui jouait avec l'adaptation, mais mon besoin à cette époque-là, j'ai changé d'un leader qui prenait soin de ses équipes, qui me laissait de l'autonomie, qui voulait que je sois responsable. Et peut-être que tu vas avoir vu le podcast avec Jean-Philippe Nadeau, mais Jean-Philippe était quelqu'un qui m'amenait à un autre niveau. Si tu n'as pas vu ma main, je l'ai amené au-dessus de ma tête pour dire qu'il m'amenait à me dépasser. Il aimait
former des professionnels, des gens autonomes. Et dans la restructuration, il s'est passé que la personne en place avait moins de confiance en elle. C'est pas un dénigrement, c'est une constatation. Et ça a créé énormément de résistance au sein des équipes parce qu'on a tombé de quelqu'un qui nous pousse, quelqu'un qui croit en nos capacités, quelqu'un qui va s'arranger à ce que je solutionne mes problèmes et que j'arrive avec des solutions, à quelqu'un qui voulait contrôler mon horaire et savoir exactement où j'étais, quand j'étais, pourquoi j'étais. Mais j'avais 8 écoles, j'avais 1500 élèves, puis là-dessus, je remplaçais souvent mes collègues. Donc, je pouvais avoir entre 1500 et 3000 élèves à gérer. Puis ça, c'est sans compter, tu sais, les problèmes ponctuels. À chaque mois, j'avais des tâches différentes. Quand tu rentres sur un département, tu vas avoir une routine établie. Alors que quand tu tombes dans des postes d'infirmière clinicienne, comme j'ai travaillé en soins à domicile, que j'ai travaillé en soins palliatifs, j'ai travaillé également en groupe de médecine familiale, j'ai travaillé en scolaire, j'ai fusionné autant l'expérience clinique dans le milieu hospitalier que je fonctionne pas de la même façon. Et ça, je trouve ça important que tu le saches parce que souvent, tu as oublié d'où tu viens, d'où tu pars, les transitions que tu fais. La gestionnaire a commencé à s'impliquer dans nos compétences, dans le sens que elle voulait prendre des décisions cliniques à ma place, ce qui n'était pas nécessairement quelque chose qui, pour moi, était facile et cohérent. Au contraire, j'étais en résistance parce que en fait, elle n'était pas capable de désamorcer aucun des arguments que je lui donnais pour quoi ça ne fonctionnait pas, ses idées. Ça a créé un clash. Donc, les transitions, c'est une façon de voir la clientèle, c'est une façon de fonctionner, c'est une façon d'être. C'est une empathie à développer. Tu peux pas développer l'écoute active de la même façon que des patients qui ne parlent pas ou des enfants ou une équipe de travail qui est pleinement établie ou une équipe de travail qui est en mouvance. Cette adaptation-là va dans le cœur humain, va également dans tous tes enjeux à l'interne. La résistance au changement, c'est souvent en lien avec un besoin qui n'est pas comblé. Ah, ben là, je suis toujours en train de changer, on est en train de réorganiser mon poste. Est-ce qu'en arrière de ça, il y a une peur? Une peur qui dit, j'ai peur de perdre ma place. Est-ce que j'ai de la misère à comprendre et à voir la compétence de la personne qui m'accompagne? Ça peut être aussi banal que ça fait tellement longtemps que j'ai pas changé de place, de boss, que j'ai de la misère à voir c'est quoi l'adaptation. L'adaptation vient d'un besoin fondamental, vient de besoin de sécurité. Souvent, on va avoir une identité aussi si on s'est adapté ou si on a resté à la même place. Le fait d'avoir développé et d'avoir changé tout au long, moi, j'ai toujours utilisé la transition comme étant un pilier, voir les gens comme des partenaires, aller voir dans le cœur humain. Je t'amène vraiment à l'extérieur de ça. Quand j'ai été à l'épicerie et que je regarde la personne devant moi, je me pose toujours la question, si cette personne-là, elle est malheureuse, est-ce qu'il y a quelque chose dans sa vie qui peut faire que je pourrais avoir de l'empathie envers elle? Est-ce que son besoin, ça serait d'avoir aujourd'hui un sourire parce que à la maison, elle vit de la violence? Mon accompagnement va aller là dans la résistance au changement. Va aller vraiment explorer c'est quoi le besoin fondamental dans l'adaptation. C'est possible, dans le fond, que quelqu'un ait plus de difficultés à s'adapter, mais les outils que j'utilise pour m'adapter sont transposables à quelqu'un d'autre.
ça peut amener autant une prise de conscience, autant d'aller voir quelle solution la personne verrait à son propre problème, parce que souvent, ils les ont, les réponses. Mais ça prend quelqu'un qui va aller creuser sur le besoin en arrière pour pouvoir désamorcer les résistances au changement. J'ai eu la chance de vivre plusieurs transitions. Quand j'ai décidé de faire le grand saut en entrepreneuriat, j'ai, oui, choisi de faire une introspection majeure sur c'est quoi mes compétences, mes capacités, mais l'adaptation au changement faisait partie des choses qui ont monté. Parce que en 9 ans, j'ai pas eu une routine métro-boulot-dodo stable qui avait la même clientèle, qui avait également les mêmes équipes de travail. Au contraire, le réseau de la santé est tellement mouvance que pour moi, c'était une grande force. J'aime désamorcer la résistance au changement pour aller voir qu'est-ce qui se cache. Moi, quand j'ai commencé à résister au changement, c'est parce qu'on n'était pas capable de me nommer là où la personne avait des forces, là où la personne pouvait me propulser. Au lieu d'utiliser mes compétences, elle a surtout dénaturé un peu mes compétences. Donc, souvent, la résistance au changement vient du fait qu'un besoin n'est pas répondu. Moi, à partir du moment où on a pris mes compétences, on les a comme froissées et on m'a sous-utilisé, ça m'a épuisée. Ça m'a littéralement épuisée et j'ai été en quête de changement. Donc, tu comprendras que de changer d'une infirmière à un cadre, même si mon cadre n'a jamais été très structuré parce que je me suis promenée, même si mes postes avaient des tâches qui variaient selon les saisons, au gré du vent et à chaque semaine, voire mois, j'ai développé, dans le fond, l'introspection et mon besoin de changement a toujours été présent. Changement dans le sens que j'aime les projets qui ont pour moi du sens. Fait que quand je suis devenue entrepreneur, j'avais aussi une recherche de OK, comment je peux faire pour développer mes aptitudes à être entrepreneur? Je suis devenue inspectrice en bâtiment, j'ai ouvert une firme et moi, j'ai pris toutes mes connaissances et je les ai transposées dans mon entreprise. On m'avait appris à être structurée, on m'avait appris à jongler avec mes compétences, on m'avait appris à m'adapter. On m'avait appris aussi à aller lier toutes mes compétences, mes champs, mes partenaires et de me diriger vers les bonnes personnes au bon moment et à la bonne place. Quand je suis devenue entrepreneur, les skills que j'avais développés, me permettaient de partir avec une longueur d'avance et j'avais plus confiance en mes compétences, le fait d'avoir vraiment optimisé, d'avoir avancé et d'avoir eu la chance de m'en servir comme un moteur pour me propulser. Quand tu es entrepreneur, tu apprends autant à devenir gestionnaire de réseaux sociaux, à faire de la prospection, du développement des affaires, parce que ça se peut, tu commences dans une grosse business qui a déjà été montée par quelqu'un d'autre, mais le chemin de base, c'est de défricher tout ce que tu as à faire et d'aller vraiment apprendre et tirer des compétences de plusieurs sphères et plusieurs domaines. En fait, j'ai réalisé que peu importe le cheminement académique que tu vas faire, souvent, on va avoir des orientations sur les plans d'action. Ça veut dire des objectifs SMART. On va avoir des plans d'action, on va avoir des partenaires. Donc, on apprend à déléguer, on apprend à avoir des compétences autres. Fait que moi, j'ai joué avec le fait que j'étais un être humain complet et que la transition était pour moi un pilier. La seule constante dans la vie, c'est le mouvement. Et
souvent, on va se rendre compte que c'est des gens qui ont eu peur du changement, des gens qui ont eu une vie très stable, qui vont avoir de la résistance parce qu'ils ne savent pas comment faire pour aller répondre à leurs besoins, à leur sécurité, à comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont vraiment les aptitudes cognitives pour pouvoir faire un changement dans le système informatique? C'est quoi la peur en arrière? À partir du moment où on est capable de désamorcer ça, on va être capable de faire une réorganisation puis une transition qui va être plus efficace. Les gens vont me voir souvent comme un métier. Moi, je trouve ça drôle parce que je joue avec le titre qu'on va me donner. Moi, je suis multi-entrepreneuse. J'ai sorti dernièrement quelque chose que... Il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, mais tu as vraiment plusieurs métiers à ton arc. Tu as vraiment travaillé beaucoup. » Ben, moi, j'ai dit que j'étais multipotentiel intellectuel. Souvent, quand que j'ai un projet, les gens vont penser que j'ai de l'air d'un feu d'artifice, mais moi, j'ai toujours une ligne conductrice, puis je sais vers où je m'en vais. J'ai toujours des missions, des projets qui ont un lien entre eux, même si toi, tu le vois pas. Moi, en arrière de moi, il y a toujours un fil conducteur. Ce que je fais dans l'accompagnement en transition, c'est les outils que j'ai mis en place dans les dernières années. En fait, quand j'étais infirmière, c'était ma grande force. J'aimais tellement ça, jouer avec le besoin d'aller écouter, d'aller faire monter les réponses aux gens. Et comme ça me permettait, dans le fond, d'avoir des plans plus personnalisés, de l'accompagnement plus personnalisé dans n'importe quelle sphère, autant dans les équipes que les milieux, autant dans les clientèles plus vulnérables ou les clientèles où je devais davantage m'adapter. Pour moi, la transition, c'est quelque chose qui m'a toujours permis d'avancer. Puis d'ailleurs, j'avais choisi infirmière parce que j'avais regardé le métier et je m'étais dit, si un jour je me tanne, parce que déjà aux études, je savais que j'allais me tanner d'un milieu particulier. Parce que j'avais pensé, OK, il y a la recherche, il y a de l'enseignement, il y a de la courte durée, il y a la longue durée, il y a également de la santé communautaire. Moi, je suis très bonne dans le communautaire, mais je savais que j'allais avoir besoin de jongler avec différents départements parce que déjà à 17 ans, je savais que je voulais pas faire quelque chose de très routinier dans ma vie. Les transitions, autant entrepreneuriales, tu sais, l'inspection pour moi, c'était être l'infirmière du bâtiment. Je prenais soin de la santé des gens par leur bâtiment, tout en leur enseignant, tout en prenant soin de leur santé financière, tout en prenant soin de leur santé mentale avec leur vulnérabilité. Je te parle de ça parce que souvent, on me dit « OK, qu'est-ce qui t'a poussé à... » Ben, j'ai voulu protéger les gens de ce que moi, il m'est arrivé. Mais au départ, à la base, quand j'ai créé l'entreprise, je savais très bien que j'allais faire de l'inspection, j'allais m'approprier le terrain et ensuite, j'allais former d'autres inspecteurs pour pouvoir les propulser dans leur carrière. Je n'ai pas appelé mon entreprise Anastasia Inspection. Je l'ai appelée Inspro pour Inspection Protection. Je protégeais la santé, je protégeais l'investissement, mais je savais que je devais créer une identité, une identité beaucoup plus forte que seulement quelque chose qui allait m'appartenir. Parce que je savais à la création même que mon rôle allait changer au fil du temps et que j'allais devoir merger et que j'allais devoir évoluer parce que moi, ma constante, c'est le changement. Je t'ai apporté un peu dans mon ressenti par rapport à la résistance au changement. Je pense que c'est toujours une quête de besoin, c'est toujours quelque chose qui, en arrière, il y a une solution plus facile que tu peux penser pour avancer, pour que ton organisation désamorce les enjeux au changement.
Si jamais tu as besoin d'aller voir plus clair, d'accompagnement, de formation, de conférences, là-dedans, dans le livre, si tout est facile et cohérent, je t'explique comment j'ai fait le changement, je t'explique comment j'ai trouvé la force. Pour moi, d'ouvrir des portes différentes, c'est quelque chose qui est devenu un moteur au fil des années. Je t'invite à réagir, je t'invite à commenter ce podcast, mais avant toute chose, est-ce que toi, tu es quelqu'un qui a eu un chemin assez linéaire et qu'un mouvement te déstabilise? Si c'est le cas, je t'invite à réfléchir à quelle petite activité tu pourrais faire pour sortir de ta zone de confort, sortir et t'orienter vers autre chose. Je t'invite à te poser la question, est-ce que tu es quelqu'un qui est malléable, qui t'adapte facilement ou quelqu'un qui va résister et que ça demande beaucoup de contrôle à l'intérieur de toi pour faire un changement? Est-ce que tu vas marcher et que tu fais toujours le même trajet? Si tu marches et que tu fais toujours le même trajet, ben, je t'invite juste à marcher et à faire un autre trajet. On commence le changement par des petites actions. Peut-être qu'une transition se prépare dans ton organisation. Ben pour ça, regarde les petites actions que tu peux déjà mettre en place pour impliquer les équipes, pour t'impliquer toi et que ça soit plus facile pour tout le monde. Je t'invite à t'adapter, à regarder à l'intérieur de toi ce que ça provoque, le changement. Peut-être que ça crée la résistance. Alors, pose-toi la question, c'est quoi le besoin que tu as réellement en arrière? Un besoin de sécurité, un besoin d'affection, un besoin de reconnaissance. Si tu as de l'adaptation à faire, ben, je t'invite à peut-être juste réfléchir. Quoi en arrière, le besoin? Donc, es-tu quelqu'un de malléable? Es-tu quelqu'un qui a le goût d'avoir du mouvement dans sa vie? Est-ce que tu joues avec tes compétences quand il y a des changements? Je t'invite à voir autrement et de jouer de transition. Si tout est facile et cohérent, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un alignement entre qui tu es et qui tu veux vraiment être. L'inaction crée la confusion, l'alignement crée la fluidité. Ici, on explore ensemble comment transformer les périodes de transition en opportunités claires et inspirantes. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi pour ne rien manquer. Partage-le à quelqu'un qui en aurait besoin. Ensemble, on avance vers plus de clarté, plus de sens, plus d'impact. À très vite pour un prochain épisode.